Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler des perspectives du marché 2021 sur l'automobile, évidemment. Bonjour Franck Dasser. Vous êtes, j'ai mal prononcé votre nom, Danser, hein, c'est ça? Ça va. Voilà, vous êtes le vice-président de Capgemini Invent France pour le secteur automobile. Bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire 7LM pour l'automobile. Yves Pasquier-Desvignes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Volvo Car France et également, depuis cette année, je crois, Oui, depuis novembre 2020. Depuis novembre 2020, le président de l'Axiam pour la branche automobile. Et bonjour à vous, François Roudier. Bonjour. Porte-parole du CCFA. Les chiffres, ils sont simples, ils sont en berne. C'est-à-dire que 2020 a été une année noire pour l'automobile, on s'en doutait. Mais on va quand même en parler avec vous et surtout de voir si cette année noire va se tourner en gris ou en gris clair ou est-ce que ça va aller beaucoup mieux. Flavien, l'Observatoire 7LM de l'automobile a publié des chiffres très précis sur cette année 2020. Oui, pour le marché français, même au niveau mondial, c'est un choc qui est assez invraisemblable en fait, parce que c'est tout à fait atypique d'avoir à un moment donné de l'année l'ensemble de la filière qui est à l'arrêt. Ça n'était jamais arrivé d'avoir à la fois les usines fermées, les concessions fermées, avec des ventes qui plongent de quasiment 90%, notamment au mois d'avril. Donc une année pour l'industrie auto en France extrêmement difficile, pour l'industrie mondiale aussi, mais ce qui est quand même assez étonnant malgré tout, c'est que cette pandémie mondiale n'a pas eu les mêmes conséquences partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un marché européen qui a reculé de 24%, la France un peu plus. Les États-Unis ont mieux résisté, hein, environ moins 15%, et puis la Chine, elle a très bien résisté. Donc c'est vrai que les impacts de cette crise ne sont pas les mêmes. C'est très hétérogène d'un secteur géographique à l'autre. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'au niveau mondial, on a eu un plongeon des ventes, environ 76 millions de ventes contre plus de 90 millions en 2019. Donc voilà, c'est une année très difficile. Alors, moins 17% dans le monde par rapport à 2019, moins 29% pour l'Europe, moins 27% pour la France. Vous avez été catastrophé, vous, au CCFA? Mais c'est une situation assez délirante, hein, puisque je crois qu'il n'y avait aucun salarié qui était là en 1972 quand on a eu ce chiffre horrible du marché. Hein. Souvenez-vous que dans les crises des années 90 ou même 2000, on était toujours un peu plus de 1 700 000 VP. Là, on est tombé à un niveau délirant et puis surtout, on a eu très peur pendant le premier confinement où, comme l'a dit Flavien Neuvy, on était sur des chiffres de moins 85, quasiment moins 90%. Donc on était dans une situation totalement nouvelle par rapport aux crises précédentes, c'est-à-dire qu'on avait fermé le bout du tuyau. On ne pouvait plus vendre de voitures, on ne pouvait plus aller essayer des voitures, donc tout s'arrêtait. Et la machine s'est arrêtée. Heureusement, le système des usines, le juste à temps qu'on a un peu critiqué, a permis de réguler. Mais sinon, oui, le deuxième confinement a été un problème et il y a eu un travail qu'il faut reconnaître phénoménal des directions commerce, des concessionnaires, de tous les vendeurs sur le mois de décembre. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est la résilience, ça ne s'est pas forcément vu et ces gens-là méritent vraiment beaucoup d'être encouragés pour la suite parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors justement, Yves Pasquier-Desvignes, vous qui êtes au cœur du réacteur, vous pouvez à la fois parler des usines en Suède, comment ça s'est passé là-bas, comment ça s'est passé au niveau de vos concessions, et puis même au siège de Volvo Car France, comment est-ce qu'on a réagi quand on a appris tout ça? Ça a été un choc? C'était un choc. Alors, la bonne chose, c'est que la production s'est arrêtée. Alors, le commerce s'est arrêté, mais la production s'est arrêtée. Ce qui fait que ça a été un ensemble. On a évité de créer du stock et de produire du matériel non vendable. Alors, ça nous a imposé un réflexe, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on occupe le temps et comment on prépare immédiatement la sortie de crise. Donc, on a mobilisé beaucoup de monde pour prendre ça comme un fait acquis. Je rajouterais un coup de chapeau qu'il faut envoyer, en tout cas en France et dans certains pays, c'est la capacité de l'administration à avoir accompagner le mouvement. Et dans la semaine qui suivait, les entrepreneurs en France savaient exactement quoi faire, comment ils étaient aidés, supportés. Et ça, si la France a passé la crise dans l'automobile aussi, bravo. C'est grâce au gouvernement. Bien entendu, dans un délai de décision radical, enfin très très court, qui nous a permis, nous, de déstresser tout le monde, et du coup de prendre des décisions de suspendre les créances, de garantir des primes et des marges pendant la période pour simplifier les process, en plus de ces dispositifs gouvernementaux pour se consacrer à la digitalisation de nos process, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garde le contact avec des clients qu'on ne peut plus voir et préparer l'après, la sortie de crise. Et on a vu que le marché est reparti le lendemain de la sortie de la pandémie. Le marché est reparti et en France, on a fait 4 mois fantastiques. Et aussi parce qu'il y a eu un couac, mais je me tourne vers vous, François Roudier, sur la communication gouvernementale, sur le thème. Oui, mais alors,
Monsieur Roudier qui attend sa voiture, il ne peut pas aller la chercher en concession. Si, en fait, il pouvait aller la chercher, on pouvait lui livrer. On pouvait lui livrer. Mais il y a eu un espèce de flottement. Franck Dansart, on est à un mi-temps là, c'est-à-dire on finit l'année 2020, on commence l'année 2021. Comment est-ce que ça se présente ? En fait, il y a quand même des incertitudes assez lourdes dans le contexte sanitaire. Donc, je pense que toute la difficulté, c'est d'aborder l'année 2021 avec un maximum d'agilité pour pouvoir rebondir en fonction des scénarios qui vont se développer. Ça, c'est la partition idéale. Mais il y a un mais quelque part qui va arriver. C'est la partition idéale. Alors, moi, je crois, c'est ce que j'ai vu moi avec nos différents clients, c'est qu'il y a eu une vraie accélération sur la dimension distance selling, e-commerce, des projets qui ont été menés à tambour battant. On peut espérer que ces efforts pourront porter leurs fruits en 2021, ou en tout cas permettra d'absorber effectivement la situation actuelle. Et je pense qu'il y a également un effet de j'ai vécu le premier confinement et je me stresse moins par rapport à un deuxième ou un troisième confinement. Je pense qu'il y a moins cette crainte dans l'avenir et je pense qu'on finit par s'habituer finalement. Et donc moi je suis assez confiant quand même sur le fait que le client va continuer effectivement à acheter une voiture. Et je pense qu'on avait conduit une étude en avril, dans la période de confinement, au niveau européen auprès de 3000 consommateurs. Et ce qui en sortait, c'est que dans un contexte de confinement, on avait envie de voyager avec un moyen de transport personnel, et donc une voiture. Et donc quelque part, c'est un driver important également pour favoriser l'achat de véhicules en ce moment. Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur votre étude, Flavien Neuvy, 6 personnes sur 10 ne se voient pas vivre sans voiture. Et c'est le moyen de transport qui offre une liberté de déplacement incomparable. Ça, je crois qu'il y a 90% de Français qui disent ça. Mais alors, le e-commerce, c'est très intéressant parce qu'on a souvent dit, et je me tourne vers le fabricant et vendeur de voitures, Volvo Car France, la filière, on a souvent dit on n'achète pas une voiture comme une cravate. Là, en même temps, sur le e-commerce, vous avez votre petit smartphone en disant alors je voudrais le toit ouvrant et puis vous me mettez une peinture métallisée et tac, j'envoie mon truc, je cherchais ma voiture. Oui. C'est délirant. Oui, alors les outils doivent évoluer, on n'y est pas encore, mais on essaye de rassurer tout le monde en disant le parcours digital du client avant la vente directe en ligne. On a des efforts considérables à faire parce qu'on n'y est pas. Et une pandémie comme celle-là nous a obligés à revoir le contact, la permanence, la récurrence des contacts, la bienveillance du contact, le suivi du contact, la bonne communication pour effectivement parler des bonnes offres, des bons rendez-vous, avant de parler de la vente complète en ligne où ça va venir. Mais on n'y est pas. Et le commerce en ligne a été extrêmement faible et marginal pendant cette période. En revanche, ça nous a fait forcer à faire des bonds énormes dans cette relation dans le parcours client. En plus, on est dans une époque où, et je me tourne vers vous tous, les gens sont perdus. C'est-à-dire qu'avec le WLTP, les barèmes, les malus, etc., comment est-ce que vous voulez acheter une voiture en ligne, François Roudier ? Mais oui, en plus avec une problématique très lourde sur les nouvelles énergies, puisqu'on lançait en 2020 les véhicules électriques, les hybrides rechargeables ou les e-tech chez Renault, de nouveaux véhicules que les clients veulent essayer. Ils ne les connaissent pas. On devient primo-acquérant d'un véhicule en France parce qu'on ne l'a jamais essayé. Donc il y avait un besoin d'essai qui ne pouvait pas être satisfait. Mais ce qu'a dit Pascal Devine est très important, c'est qu'un des points positifs de la crise, c'est la digitalisation. Souvenez-vous, au début de l'année dernière, certains disaient mais faut-il vraiment digitaliser les concessions automobiles ? C'est terminé. Maintenant, tout le monde sait qu'on va dedans. C'est comme la réforme de retraite, c'est enterré, voilà. On n'entendra plus parler. Voilà, mais ça, on le sait. Donc, et on comprend aussi les limites. Et lorsque vous voyez des grands directeurs marketing, je pense à Thierry Koskas en particulier, il ne va jamais vous dire qu'il va vendre 50% de voitures sur Internet. Non, mais ça fait partie d'un parcours digital et il semble quand même Quand vous disiez que c'était marginal, Yves Pasquier-Devine, c'est combien ? Les ventes. C'est combien ? Je sais pas, on parle de moins d'1%. Oui, à moins d'1%. Oui, mais c'est moins d'1%. Oui, 3% pour les plus gros vendeurs en digital. Ouais. Vraiment, c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le rapport client-vendeur a changé. Vous voyez, maintenant, on n'est plus, je dirais, on n'est même plus dans l'ancienne logique. Allez, il faut accrocher le lead, combien on a. On a changé de monde.
Maintenant, on doit connaître son client. Il faut garder un contact avec le client, un contact qui passe par du SMS, par de l'email, par du digital. On chouchoute le client. On chouchoute, on a pris l'habitude de lui donner un rendez-vous et d'être là pour le rendez-vous. Ouais. Et on a pris l'habitude d'avoir des protocoles sanitaires. Donc tout ça, Bien sûr. on ne reviendra pas dessus. Comment ça va se passer en 2021, Flavien Neville? Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez bien les problématiques successives que se posent. On a l'impression qu'il y a plus de problèmes que de solutions. Alors, on a fait des prévisions, mais je reste évidemment prudent parce que les aléas sont nombreux. Quand on fait des prévisions, en fait, on fait tourner des modèles. C'est des modèles économétriques à l'intérieur desquels on va injecter différentes données. Donc, à un moment donné, on fait des choix sur l'évolution, par exemple, les prévisions de croissance, l'évolution du pouvoir d'achat, taux de chômage, etc. Et on met tout ça et à la fin, ça nous donne une prévision. Évidemment, l'aléa principal, c'est l'aléa sanitaire, c'est-à-dire la façon dont la crise sanitaire va évoluer. On peut penser raisonnablement que malgré la diffusion des vaccins, la diffusion progressive, on aura un premier semestre qui restera perturbé de ce point de vue-là, fortement perturbé. Dans le meilleur des cas, on peut espérer qu'en fin d'année, ça aille un peu mieux. En tout état de cause, on a bien vu, même avec le deuxième confinement, que ce n'était pas le même impact que le premier. Et on a des forces de rappel qui sont assez importantes pour l'industrie auto. Donc pour résumer, on est assez optimiste, on est raisonnablement optimiste pour 2021 pour la France. On anticipe un rebond des ventes d'environ 18 à 19%, si la croissance économique française tourne autour de 5 à 6% de croissance. Et ce sont globalement les prévisions à la fois du FMI, du gouvernement français. Il y a une corrélation qui est très très forte entre le niveau de croissance économique et les marchés auto. En fait, les deux se suivent. C'est très logique. Parmi les forces de rappel qui sont quand même très favorables à l'industrie auto, c'est le pourcentage de LOA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont avec des locations avec option d'achat. Quand le contrat se termine, de toute façon, crise ou pas crise, il faut prendre une décision. Soit on rachète la voiture, soit on la rend et on repart avec un véhicule neuf. Donc la LOA, si vous voulez, pour les constructeurs, les concessionnaires, et puis pour les établissements financiers aussi, ça a été une façon de faire de la récurrence dans l'achat automobile, de lutter un peu contre cette tendance de je garde ma voiture de plus en plus longtemps. Voilà, on est obligé de changer de voiture ou alors on l'achète. Mais en général, les gens il y a un côté un peu biaisé là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on a le consommateur a quelque part un pistolet sur la tempe. Non, c'est pas très agréable quand on entend ça. Non, je trouve. Non, c'est bien d'avoir un pistolet sur la tempe. Je ne vois pas le pistolet sur la tempe en fait. Si vous avez une LEA, vous êtes obligé de rendre votre voiture ou de la changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, parce que c'est ce que vient de dire Flavien Neville, vous ne pouvez pas garder votre Volvo 244 DL de 1976 éternellement, même si elle dure longtemps. Pierre, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et critiquer la crémière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la LOA, elle a cette facilité, c'est qu'on est propriétaire de rien et qu'on a cette flexibilité de changement. Je la rends et je repars sur ce que je veux au terme de la période, par rapport à une possession où, à la fin, on se trouve avec sa voiture, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et je me dis que je participe quelque part aussi à la vie économique de mon pays ou pas? Est-ce qu'il y a cette... Non, pas dans ce cas-là. On a opté pour une solution de facilité, flexibilité pour faire ce que l'on veut au terme de la Donc c'est win-win. Bien sûr. C'est win-win. Bien sûr. Flavien disait plus 19% à peu près. Vous vous êtes fixé un objectif de plus 21 en 21, c'est ça? Plus 21% en 21. Nous, la marque Volvo, parce qu'on est des petits players, entre guillemets, donc le marché, on le voit à plus 15, autour des 1,9 million. Et effectivement, on se met l'ambition de refaire notre performance la meilleure depuis 86 que nous avons fait en 2019. Avec un nouveau modèle, le XC40 full électrique. Et là, je rebondis là-dessus, puisque c'est aussi un des enseignements de l'année 2020, c'est que autant ça a baissé, mais le véhicule électrique, on est à 6% de véhicules électriques, on était encore à 2% en 2019, hein, c'est ça, oui, François? Même pas à 2%, 1,9%. Ouais. Et là, 6% plus 300%, c'est ça, je calcule bien? Oui, il y a des grosses progressions quand on part sur des volumes faibles, mais c'est inéluctable. Ça va progresser, ça va faire son chemin, et tous les constructeurs vont proposer quelque chose. Donc mécaniquement, il va y en avoir beaucoup plus sur le marché. Alors, est-ce que ça n'arrive pas un peu tôt, ça, cette voiture électrique, Franck Dansin? Tôt, en fait, le problème, c'est que le véhicule électrique rentre dans un écosystème. Il y a le véhicule électrique, mais il y a toute l'infrastructure de recharge notamment. Et si on prend les 3 dernières années, il y a une progression de 100% de véhicules électriques et une progression de l'infrastructure de recharge en Europe de 56%. Donc, quelque part, il y a un sujet, mais je pense qu'il y a des énergéticiens et d'autres partenaires qui prennent le sujet à bras-le-corps. Il y a l'État également qui, dans le cadre de prendre le plan de relance automobile, pousse effectivement pour
élargir le parc. Donc, Pousse et puni, hein, et puni parce que bonus, malus poids. Non, Flavien Non, Levy mais, enfin, l'Europe a fait le choix du 100% électrique. C'est-à-dire qu'il faut être clair. C'est-à-dire que les objectifs qui sont fixés en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et même au-delà forcent les constructeurs à faire de l'électrique, à faire beaucoup d'électrique. Donc l'Europe fait le choix de l'électrique. Donc on peut se dire que pour la qualité de l'air dans les villes, effectivement, c'est imbattable. Ça, c'est sûr et certain. Après, d'un point de vue environnemental, la voiture électrique, elle n'est pas sans questionnement, hein, parce que la voiture électrique en Pologne, par exemple, c'est pas génial d'un point de vue des Pourquoi émissions de gaz. Mais parce que l'électricité est fortement carbonée, la production électrique est fortement carbonée, en Chine aussi. Et puis après, la batterie, il faut la produire. Et en termes d'impact sur notre économie, sur notre outil industriel, je ne sais pas si on s'est réellement posé toutes les questions des impacts à long terme de cette électrification des ventes. Parce qu'on n'a pas encore l'Europe des batteries qu'on voudrait. Le Airbus des batteries. Non mais, je vous sens totalement exaspéré. Non mais Flavien Neuwirth, le Airbus des batteries. Alors on met toujours des guillemets quand on veut faire. On voulait être positif en 2021. Là, vous avez Flavien Neuwirth. Non mais vous savez, l'Airbus des batteries. Si vous voulez, si on se fixe comme objectif de rattraper les Asiatiques et les Chinois en particulier en termes de compétitivité sur les coûts de production des batteries électriques, il y a quand même beaucoup de boulot. Ça va pas être facile. Et quand bien même on arriverait à faire le Airbus de la batterie, parce qu'aujourd'hui on importe toutes les batteries d'Asie, encore faut-il avoir les métaux rares, etc., qui viennent d'Afrique centrale, d'Amérique du Sud pour le lithium, et puis tous les autres métaux rares, c'est la Chine. Donc si vous voulez, il y a quand même des interrogations par rapport à ça. La voiture électrique a toute sa place, c'est très clair. Dans les grands centres urbains, elle apporte vraiment une amélioration pour la qualité de l'air. De là à dire on ne fera que de l'électrique, ou on ne veut que de l'électrique, honnêtement, il y a des interrogations, parce qu'après, plus de moteurs, ça veut dire, pour les équipementiers, notamment les petits de rang 2 ou 3, qui fabriquent des pièces pour les moteurs, je ne sais pas ce qu'ils feront. Et puis pour les concessionnaires aussi, est-ce que ce n'est pas justement ce sera pas la même chose. Transition écologique, c'est ça elle aura un impact. On sait d'ailleurs, et je crois que ce sont les chiffres du CNPA, il faut 7 personnes pour produire une voiture électrique et il faut 20 personnes pour produire une voiture thermique. Voilà. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais enfin bon. Vous, quel est votre avis? Toute transition. Difficile de parler des Chinois quand on a Geely derrière. Non, mais effectivement, il y a une sécurisation de notre part sur le continent asiatique. Mais un point qu'il faut souligner, c'est que une administration pousse à l'électrification. Les constructeurs ont fait des investissements et vont vers l'électrification. L'administration prend des engagements très sérieux en disant il y aura 100 000 bornes électriques en France de recharge et de recharge rapide. Notre mission au sein de l'Axiam et des constructeurs, c'est de dire il y a un engagement qui est pris, quand, comment, où, combien. Parce que sinon, le cercle n'est pas vertueux. Il y a des engagements qui poussent les constructeurs à faire ce virage, et ils l'ont pris. Il y a d'autres engagements mécaniques et techniques, sinon l'électrification ne réussira pas. Donc il y a un engagement qui est pris, comment on le mesure? Il y a un autre chiffre qui je trouve, est parlant dans cette étude, la vôtre, Flavien Neuwirth. Le VO ne recule que de 5%. Comment est-ce qu'on explique ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le fait que quand on regarde la structure des ventes VO, on voit bien que c'est les VO les plus anciens qui ont très très bien résisté. C'est un marché qui se structure de particulier à particulier, évidemment avec des paniers, enfin des prix de vente beaucoup moins élevés. Et donc, il y a toute une partie de la clientèle qui a continué à acheter des véhicules d'occasion parce que c'est moins engageant que l'achat d'un véhicule neuf. Quand vous achetez un véhicule neuf 25 000 € en moyenne, évidemment, et que vous êtes dans une période d'incertitude, ça génère beaucoup d'attentisme. Après, il faut quand même aussi rappeler que pour les véhicules d'occasion, on a toute une partie de la clientèle qui n'a pas les moyens d'acheter autre chose, c'est-à-dire notamment les jeunes. Et donc le marché du VO a très bien résisté, ce qui est plutôt là aussi une bonne nouvelle, notamment pour les concessionnaires, parce que c'est une source de rentabilité très importante pour eux, peut-être même plus quelquefois que sur le neuf. Donc voilà, le VO a très bien résisté, et on pense même, nous on a fait des prévisions aussi sur le VO, on ne le fait pas toujours, mais cette année on l'a fait, on pense même qu'en 2021 on devrait retrouver les niveaux de 2019. Donc on aurait effacé la crise sanitaire cette année. En conclusion, on est optimiste pour 2021 ? Moi, je suis plutôt optimiste. En tout cas, ça ne peut pas être moins bien que 2020. Ah, ben ça, c'est la phrase récurrente de vous, François Roudier. Oui, avec l'inconnu sur le premier semestre. C'est ce que disent nos directeurs commerce. Yves Pasquier-Deville. Oui, parce qu'on sait sur quelle touche du piano appuyer pour que ça reparte vite. Un La est un La et ce n'est pas un La bémol, on est d'accord. Oui. Flavien Neuwirth. Raisonnablement optimiste avec une industrie qui a quand même fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Alors soyons optimistes. Vous savez tout, chers amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Mobility TV.